Bienvenue dans la portée historique. Je suis Bernard Irving et aujourd'hui, j'ai entendu pas mal de bruit dans la rue. Mais c'est normal puisqu'on est au XVIIIe siècle, donc au crépuscule d'une révolution en France. Et ça va nous intéresser pour le sujet d'aujourd'hui. En effet, après ces temps troublés, les esprits qui aspirent à un monde meilleur vont développer l'art et le façonner à leur manière. Ainsi va s'organiser une transition entre le classicisme et une ère de liberté d'expression, bien que ses origines restent assez floues. Alors aujourd'hui, sortez vos carnets reliés en cuir et vos plumes d'oie, on va parler de la musique romantique. Maintenant qu'on a vu les bases dans l'épisode précédent, on va pouvoir explorer librement l'histoire de la musique. Ça tombe bien puisqu'on va parler d'une période pas si éloignée de la nôtre, le 19e siècle. La musique romantique n'est pas qu'un type de musique cheesy pour s'adonner au coït le soir de la Saint-Valentin avec des chocolats, des fleurs et un sextoy rose orné d'un petit nœud de soie. C'est un courant artistique du 19e siècle qui possède des caractéristiques que l'on va un peu développer ici. Intéressant. Il est dit qu'à la fin du classicisme, on annonce avant même la Révolution française les prémices du romantisme. Par exemple, à l'opéra, on ne veut plus de personnages mythologiques, mais des personnages humains et proches de nous. La vie intérieure s'anime et tente à s'extirper pour nous offrir ce qu'elle a de plus beau. Avant même le 19e siècle, on verra apparaître les débuts du romantisme, avec des précurseurs comme l'écrivain Jean-Jacques Rousseau et ses récits d'un promeneur solitaire, écrits entre 1776 et 1778, qui vont commencer à utiliser l'art pour exprimer leurs sentiments profonds, leurs pensées, leurs regrets, etc. Loin de la conformité du classicisme donc. À l'ère classique, les compositeurs de musique étaient souvent bridés. Alors du coup, pas besoin de vous dire qu'ils vont profiter de cet élan de liberté pour faire un peu ce qu'ils veulent. Un débat existe encore aujourd'hui pour savoir quel était le premier musicien romantique. Parce que si on attribue au début ce titre à Ludwig van Beethoven, on tend aujourd'hui à le ranger dans la case des derniers classiques. Si l'on discute encore du cas de Beethoven, on a malgré tout d'autres compositeurs qui endossent ce rôle à coup sûr. Deux noms. Karl Maria von Weber, un compositeur allemand né en 1786, cousin de Constance Weber, la femme de Mozart. Ouais, il était déjà dans les bails. Et Franz Schubert, un compositeur autrichien né en 1797, qui sera élève de Antonio Salieri, ce dernier qu'on a longtemps cru être le rival de Mozart. On peut dire que tout est lié. La musique romantique se caractérise par le désir d'exprimer ses sentiments au-delà de la raison, grâce à plusieurs procédés technologiques, mais tout démarre grâce à des idées. Bon, petite précision, quand je parlais de la Révolution au début de cet épisode, c'était surtout pour le romantisme français, mais la jeunesse de ce mouvement s'opère bien avant ça chez nos voisins. Le style naît d'abord en Allemagne, où l'idée principale est de dépasser le classicisme, puis se répand en France, où cette fois-ci on cherchera davantage à s'affranchir des règles et de ce qu'on appellerait aujourd'hui les haters. Mais ce qui va marquer également le romantisme musical, c'est l'invention à la fin du XVIIIe siècle du pianoforte, qui va remplacer le clavecin et jouer un rôle déterminant au XIXe siècle. Le pianoforte a été créé par le facteur de clavecin Bartolomeo Cristofori, au milieu du XVIIIe siècle à Florence. Il utilisa un clavecin traditionnel dont les cordes sont pincées pour y adapter un système de marteaux qui viendront frapper la corde. Ce système va permettre aux musiciens de pouvoir varier les nuances et pourra jouer aussi bien piano que forte. Pas fort ou fort si vous voulez. On peut enfin jouer de la musique très variée au clavier et nos chers amis compositeurs ne vont certainement pas se gêner. On va commencer à avoir de la musique spécialement composée pour cet instrument. Mozart sera l'un des premiers à utiliser cet instrument à la fin de sa carrière, mais c'est les romantiques qui vont le développer, se permettant de faire vraiment ce qu'ils veulent. Du coup, nombre de compositeurs allemands vont s'engager dans la voie que leur ont tracée Weber et Schubert, notamment inspirés par la littérature. C'est le cas de Robert Schumann par exemple. Il était un compositeur romantique allemand né en 1810. Surnommé le romantique des romantiques, sa vie sera une série de tumultes qui finiront par lui coûter la vie. Lorsqu'il avait 16 ans, son unique sœur se suicide à l'âge de 19 ans. C'est ensuite son père qui lui avait offert son premier piano qui mourra d'une maladie neuronale. On commencera alors à voir apparaître les prémices d'une future maladie mentale qui l'emportera. Il semble voir le bout du tunnel en se vouant à la musique virtuose au piano, mais ce sera de courte durée, car dans sa volonté profonde de progresser, il inventera un système pour améliorer l'indépendance de ses doigts qui finira par lui détériorer la main droite et lui paralyser partiellement. Il sombrera dans la dépression par la suite et mettra quelques années à s'en remettre, avant de perdre sa mère en 1836.
Malgré l'amour de sa femme Clara Wieck, il terminera sa vie dans un hôpital psychiatrique après avoir erré sous la pluie de Leipzig pour se jeter dans le Rhin. Bon, je suis mauvaise langue, il a quand même vécu quelques moments heureux dans sa vie. Ça donnera d'ailleurs de belles œuvres, notamment grâce à sa femme Clara, qui sera l'une des rares femmes compositrices de renom de l'époque. Il composera par exemple un lied nommé « L'amour et la vie d'une femme », entre autres évidemment. Un lied, en gros, c'est un poème germanique chanté et accompagné bien souvent d'un piano ou d'un petit ensemble musical. Dans cette période heureuse, il composera aussi des œuvres de musique de chambre sous les bons conseils de Franz Liszt. Franz Liszt, comme Schumann, choisira le piano comme instrument de prédilection. Il sera l'un des pianistes virtuoses les plus éminents d'Europe au XIXe siècle. Originaire d'Hongrie, il s'installa à Paris où il joua dans les grands salons de la capitale, dévoilant toute l'étendue de son talent. Sa musique est aussi la parfaite représentation du romantisme, de grandes phrases musicales, de l'expression, etc. Ce qui va attirer les admiratrices à travers toute l'Europe lors de cette tournée. Un autre ayant suscité l'humidification des jupons parisiens se nommait Niccolò Paganini, un des plus célèbres violonistes et qui a beaucoup influencé Liszt. Enfant prodige, il commencera le violon à l'âge de 5 ans et ne cessera de progresser par la suite. Ses compositions, d'une difficulté redoutable, influenceront et inspireront beaucoup de compositeurs autres que Liszt, notamment Brahms et ses variations sur thème de Paganini par exemple. On finira même par le soupçonner d'avoir pactisé avec le diable. On peut en effet remarquer que sur ce portrait, le col de sa chemise et l'épingle de sa lavalière permettent de tracer des lignes de force jusqu'à ses yeux, formant ainsi un pentacle. Ou encore la forme de sa Légion d'honneur et les trous de sa veste. C'est en se produisant dans les salons parisiens que Paganini, tout comme Liszt, fera la connaissance d'un compositeur qui a su rester célèbre encore aujourd'hui. Je parle bien sûr de Frédéric Chopin que l'on ne présente plus. Compositeur et surtout pianiste polonais né près de Varsovie en 1810, il a pour idole Mozart et Bach, ce qui fait de lui un romantique à l'esprit penchant vers le classique. Comme tous les éminents compositeurs de l'époque, il emménagera à Paris où il fera la rencontre de beaucoup de très bons musiciens de l'époque, et ainsi sa musique commencera à se répandre. On connaît tous une œuvre de ce brave homme tant il a été influent. Voilà, si vous avez eu des cours de piano dans votre vie, ça devrait vous rappeler quelque chose. Là, je me suis concentré sur le piano et un soliste, mais n'oublions pas l'orchestre qui, dès Beethoven, va évoluer de façon spectaculaire et continuera dans cette lancée. Pour rappel, l'orchestre jusqu'alors était constitué comme suit. Les cordes, les vents, les bois et les percussions. Beethoven et Hector Berlioz après lui vont révolutionner cette façon de faire, et l'orchestre va évoluer de façon drastique. Beethoven doublera le nombre d'interprètes chez les cordes et introduira de nouveaux instruments, tels la petite flûte et le contrebasson, rendant l'orchestre plus imposant. Berlioz révolutionnera complètement la disposition de l'orchestre et travaillera beaucoup sa couleur aussi. Hector Berlioz est le parfait représentant du romantisme. Né en 1803 à la Côte-Saint-André, il est passionné et enthousiaste, et sa vie amoureuse, bien que malheureuse, sera ardente et donnera de belles œuvres. Il introduira dans l'orchestre de nouvelles couleurs, notamment avec la harpe, le tuba, le cornet à piston, etc. Sans oublier les percussions. Il introduira 2 timbaliers, un tambour militaire et des cloches entre autres. On retournera voir Berlioz dans une autre vidéo pour s'arrêter en détail sur ses travaux comme par exemple la symphonie fantastique. En tout cas, ses influences, que ce soit Beethoven musicalement ou la littérature avec Shakespeare, feront de lui le romantique que l'on connaît. Un peu plus tard, Camille Saint-Saëns jouera un rôle prépondérant... C'est quoi ce bordel là? Monsieur Heming, on a un problème avec la machine. Tu parles bien de la machine à voyager approximativement dans le temps dont tu viens de sortir et qui prend 35% de mon appartement? Oui. Allez voir. Il y a un réacteur 1 et 2 qui ont pété. Et ils mettent pas non plus lui. Hein. Non, ouais, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Bon, très bien. Réglez-moi ça. Ça roule. Casse cette machine. Bon, on parlera de Saint-Saëns plus tard. Ce que vous entendez là, ce sont des nains. Enfin, illustrés comme tels. Dans l'Or du Rhin de Richard Wagner, l'orchestre utilisera carrément des enclumes de forge pour représenter les nains au travail. Ingénieux, non? Des exemples, il y en a une chier, et ce serait pas possible de parler de tout sans leur rendant justice. Alors gardons ça pour une prochaine fois. C'est tout pour cette introduction au romantisme, j'espère que ça vous aura plu.
Alors évidemment, on aura d'autres occasions d'approfondir le sujet, notamment avec la musique fantastique. N'oublions pas que la musique romantique est la musique de toutes les fantaisies et de toutes les libertés. Nul ne saurait les résumer en une dizaine de minutes. Bon, ça va mieux vous deux? C'est bon. Mais du temps de mon grand-père, ça serait pas arrivé, ça. C'est bon, Ben, t'en fais pas, je t'en veux pas. Mais m'appelle pas Ben, c'est Kylo Ren, merde. Ça va aller, ça va, c'est bon. Bon, très bien, mais je veux que ça marche la prochaine fois, d'accord? Allez. Bah sur ce, je vous dis à la prochaine. Monsieur Irving, Oui? pensez à nous rapporter du carburant pour les réacteurs Facebook et Twitter. D'accord. Et on a déjà les premiers retours. Alors? Accordez votre piano la prochaine fois. Il faudrait mieux, oui.